Bienvenue à Encre Halogène. Vous êtes de plus en plus nombreux, me semble-t-il, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, après coup de poésie, eh bien, maintenant coup de théâtre, puisque nous nous intéressons aujourd'hui à un dramaturge qui s'appelle Jean-Pierre Audier. Il est de Charente-Maritime, il est agriculteur, et entre 2 bovins et 3 chèvres, eh bien, il écrit des pièces de théâtre. Il a écrit des pièces qui ont été jouées partout, à travers le monde, mais surtout en France. Il a écrit, par exemple, Monsieur a bien changé. Il a écrit... Alors, nous sommes dans la bonne humeur, vous entendez des gens rire. C'est qu'en fait, il y a un nid de perdrix qui s'est constitué sur le studio, et du coup, tout le monde rit. Alors, cette pièce à laquelle nous allons nous intéresser, je vais faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le théâtre de Jean-Pierre Audier est injustement vu comme un théâtre de boulevard, alors qu'il n'y a pas de boulevard en campagne, donc on va davantage parler de théâtre de sentiers, me semble-t-il. Des sentiers, non pas des sentiers secs, mais des sentiers boueux, puisque c'est un théâtre, on peut le dire, je crois, qui sort des sentiers battus. Alors, cette pièce s'appelle « Ça se corse ». Il y a un jeu de mots, puisqu'effectivement, la Corse, c'est l'île, c'est le téléphone. Alors, cette pièce... Le téléphone, vous savez bien que la Corse, hein, on a de l'imagination, à la forme d'un téléphone. Bon, bref. Alors, je vais lire le résumé de la pièce, et après je présenterai les intellectuels. Elisa et Joseph ont gagné un séjour en Corse. Leur maison étant isolée, ils font appel à un couple pour la garder. Ils vont partir, mais c'est sans compter avec leur entourage quelque peu encombrant, ainsi que des événements extérieurs. Bref, chaque fin d'acte se transforme en catastrophe, remettant leur départ au lendemain. Alors, les intellectuels sont là, ils sont présents, leur salive va commencer à se déverser, leur langue va se délier. Monsieur Adalgons-Renard, alors Adalgons-Renard, vous êtes chercheur, vous avez écrit un livre sur les 2 premières années d'Emmanuel Kant, oui, et actuellement vous préparez un livre sur la grossesse d'Anna Regina Dorothea Reuter, c'est la mère d'Emmanuel Kant. Comment la pensée de Kant s'est forgée dans son fœtus, c'est bien Exactement, ça, monsieur Renard? Parce que je me suis rendu compte que pendant les 2 premières années, c'était forcément... Il y avait quelque chose d'ouvrage s'était constitué finalement. Il y a la majeure partie de l'œuvre de Kant, effectivement, c'est formé dans le fœtus. Voilà. Alors, monsieur Alain Dufaré, vous avez écrit beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses, un peu de tout, un peu de tout. J'aime le jeu. Voilà, vous aimez le jeu. Vous avez écrit un petit jeu théâtraux aux éditions de Minuit récemment. Vous avez parlé, voilà, des grands dramaturges actuels, Jean-Marie Bigard, Patrick Sébastien, en les comparant effectivement à des dramaturges comme Calderón de la Barca ou d'autres. Exact. C'est toutes les formes de jeu que j'ai voulu illustrer là-dedans. Le jeu... On va de la marelle au jeu poétique. De la marelle au jeu poétique, ce sera peut-être le titre. On sautille. Je crois que c'est le titre d'un chapitre d'ailleurs. On sautille de la marelle au jeu poétique. Voilà. On sautille de la Alors marelle également, et on arrive au jeu également, nous avons la chance de recevoir Franck Cicester. Bonsoir. Il est dramaturge, metteur en scène, et il a écrit son essai qui vient de paraître aux éditions de Minuit, qui s'appelle, me semble-t-il, Remugle tchécovien, émanation ibsénienne dans le théâtre audierien. Donc il s'intéresse précisément au théâtre de Jean-Pierre Audier. Merci Franck, vous interviendrez tout à l'heure, très peu, parce qu'on va laisser aux auditeurs le soin de découvrir votre ouvrage qui est absolument passionnant, me semble-t-il, et passionnant au sens fort du terme. Alors, je me permets de commencer par le début de la pièce, et aujourd'hui nous allons intituler nos 2 émissions, me semble-t-il, c'est judicieux, Corps du langage, langage du corps. Première émission, ce sera sur le corps du langage, nous sommes dans le corps du langage parce que le langage de Jean-Pierre Audier a beau paraître... Le corps qui se corse, d'ailleurs. Le corps qui se corse, bravo. Bravo. Alors, le langage de Jean-Pierre Audier paraît complètement familier, et en fait, le langage, c'est un matériau, c'est un obstacle, c'est un instrument de tension. Il existe dans toute sa matérialité, c'est ce que vous avez montré, monsieur Adalgons-Renard, dans sa pièce. Oui, donc c'est-à-dire que sa matérialité, donc le matériau littéraire, n'est jamais vulgaire, il y a une forme de préciosité. Voilà. Alors je propose de lire les 2 premières répliques de la scène d'exposition, qui plante, plante, vous allez voir, avec une violence absolument énorme, montre que le langage, on est vraiment dans le corps du langage, parce que le langage a une telle matérialité qu'il devient obstacle aux tensions. Alors, je vais interpréter le rôle de Joseph, et monsieur Dufaré va faire Elisa. Tu vas ouvrir, chérie, je suis occupé. Occupé à ne rien faire, comme d'habitude.
Alors là, bon, effectivement, vous voyez ces deux répliques. Monsieur Adalgons-Renard, vous êtes intéressé sur ce langage qui est tellement source de tension qu'il arrive finalement à devenir obstacle, un tourbillon du crachat qui s'exerce dans ces deux répliques. C'est une scène d'exposition absolument avant-gardiste. Avant-gardiste, bah oui, avant-gardiste pourquoi ? Parce que, mais déjà, je crois que toute la modernité se constitue dans la réplique extrêmement courte et surtout cette ouverture, tu vas ouvrir chérie, qui constitue en fait une fermeture, bien sûr. Mais non, c'est le seuil du texte, et justement, on entre dans le texte, et justement, Voilà, me c'est semble-t-il. une ouverture sur le texte. On est vraiment dans le seuil du texte. Alors, et il y a quelque chose porte va s'ouvrir. me semble-t-il, de métatextuel dans cette forme. Mais parlons beaucoup du langage. Parlons du langage comme tension. Me semble-t-il, vous avez montré que, monsieur Dufarret, que le langage devient tornade ici. C'est une tornade, Oui. une tornade langagière. Une véritable tornade, parce qu'on voit le occupé qui forme un triptyque qui va déclencher de véritables vents. Il y a une force Coriolis qui se déclenche, et là on arrive dans une ouverture. Ah. Voilà, une ouverture. Je vois le jeu de mots arriver. Bon, on le taira pour les spectateurs. Voilà, excusez-moi. On voit Continuez. une ouverture marine. Voilà. Ouais, une ouverture marine, parce que de suite on s'enfonce un peu, on se noie tranquillement dans ce texte, et c'est de cette manière que l'auteur a voulu nous mener dans le texte. Il a décidé de ne pas nous apprendre à nager, vous voyez. Il nous a lancé dans l'eau pour qu'on nage de nos propres bras, de nos propres ailes, Le langage comme un constitue, oiseau volerait, paradoxalement, comme un dauphin excusez-moi, non pas un fluide et non pas une bouée de sauvetage. C'est le paradoxe de son langage, Voilà. de Jean-Pierre Audier. nageant. Non, il n'y a pas de bouée de sauvetage. Voilà, donc Non. vous avez, c'est la scène d'exposition. Et maintenant, nous allons montrer. Je vais vous lire un passage parce que Jean-Pierre Audier s'en est beaucoup inspiré de Valère Novarina, le langage comme corps, le langage comme obstacle. Valère Novarina écrit dans la 4e personne du singulier une phrase qui, à mon avis, reflète tout le théâtre dans un article qui s'appelle L'autre rive. Porté par l'acteur comme son vrai corps et offert, le langage est étendu devant nous comme un paysage parlé. Le langage est un fluide, la parole une onde qui se déverse. L'acteur doit faire que revive sur scène une source. On est dans la source, on est dans ce que vous avez dit. Oui, c'est aquatique, ça converge. Ça converge. Voilà. Je pense que nous sommes d'accord. Voilà. Monsieur Adalgons, peut-être, Renard, Non, moi, je reste vous sur êtes sur l'idée d'une fermeture. d'une alors. fermeture parce que Alors, je pense que les intellectuels ne sont pas d'accord. Je crois même qu'ils sont en désaccord, sans mauvais jeu de mots et au sens fort du terme. au sens fort du terme, et je pense que c'est une tragédie au sens fort du terme. Une tragédie. Une C'est stratégie. le néologisme que vous employez, la Une tragédie. exactement. C'est-à-dire que c'est en même temps une tragédie, pour détourner la tragédie, pour faire penser à une comédie. En fait, on est complètement dans le conflit. On est dans le conflit. Voilà. C'est-à-dire que oui, pourquoi une tragédie ? Parce qu'une tragédie, c'est une tragédie dans tout ce qui est plus classique, et en même temps, c'est la stratégie du mélange comédie-tragédie qui nous pousse à croire à une ouverture, mais en même temps à accepter la Voilà, fin de la alors nous pièce. allons passer au deuxième extrait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Adalgons-Renard. Deuxième extrait, maintenant, langage du corps, surtout langage troué, puisque nous sommes, il me semble, troués par la parole. Le langage dans le théâtre de Jean-Pierre Audier ouvre un espace, un creuset. Le langage est une prière, une brèche dans le corps, et il existe en lui-même. Alors je voudrais lire ce deuxième extrait qui est très violent pour une pièce de boulevard et porteur d'un matériau Pièce langagier très... Oui, tout à fait. Pièce métaphysique, Alors, monsieur. monsieur Dufarret, vous Non, allez... une pièce de boulevard. Oui, ah oui. Monsieur Dufarret, vous allez lire le texte d'Elisa. Je prendrai le texte de Dominique, qui a une réplique absolument très violente, on la commentera. Et monsieur Adalgons-Renard va interpréter le rôle de Joseph. Acte 1, scène 3. Nous écoutons le texte. C'est parti. Vous aurez certainement la visite de notre voisine, Madame Lefebvre. Une personne sympathique. Sympathique mais chiante. C'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est une fouineuse, elle se croit ici chez elle. Oh, mais c'est très embêtant, ça. Elle n'est pas méchante, mais elle se mêle de tout. On la surnomme Madame sans gêne. Mais si je ferme la porte à clé... Il y a plusieurs trous dans la clôture qui séparent nos terrains. C'est par là qu'elle passe, c'est plus court. Tiens, justement, c'est elle. Elle a dû voir votre voiture. Elle vient aux nouvelles. Mais c'est insensé. Vous n'êtes plus chez vous. Ne bougez pas, je vais la renvoyer.
Je te suis, on ne sera pas trop de deux. On a un peu mélangé les rôles, on a joué C'est un jeu. On a joué le jeu. Je pense qu'on a joué Alors, le jeu de mais merde. surtout on est frappé parce que là on est dans une tension énorme. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Dominique, c'est un homme. Non. Excusez-moi, vous avez déjà confondu la caverne. Vous avez cru que c'était un homme dans la dernière Oui, émission qu'on avait oui, fait oui. sur le roman comique. Maintenant, vous le dites, Dominique est une femme. Vous devez l'avouer, Non, monsieur mais Dufaret. Dominique, c'est un homme. On ne fait pas deux fois Voilà, excusez-moi, la même erreur monsieur. grossière quand même, monsieur. Voilà. Excusez-moi, c'est- Mais ce qui est très intéressant ici, et pourquoi je parlais de langage comme obstacle, c'est cette réplique qui est quand même extrêmement violente. Ah, mais c'est très embêtant, ça. Vous avez commenté, vous avez fait un ouvrage de 1000 pages sur cette réplique, monsieur Adalbon Renard. Ah, mais c'est très embêtant, ça. Ça. Oui, parce que ce qui me gêne, c'est le ça. Ça. Qu'est-ce que c'est que le ça? Je laisse les interprétations. Bon, j'ai dessiné quelques pistes dans mon commentaire, mais je laisse monsieur Dufaret peut-être faire un commentaire sur ce ça. Quoi. Voilà. Je pense que monsieur Francis Huster, dans son ouvrage Remugle tchécovien, émanation ibsénienne dans le théâtre dit rien, a commenté cette pièce. Monsieur Francis Huster, je vous laisse la parole. Écoutez, écoutez, j'ai montré qu'il y a... Cette scène est absolument ibsénienne. On nous dit dans les résumés que c'est un endroit clos. Et on est dans ce modus vivendi du théâtre d'Ibsen. Et cette fouineuse, cette Madame Sans-Gêne, va venir percer la clôture. C'est ce qu'on nous dit. Il y a plusieurs trous dans Ouais, la c'est clôture qui séparent nos terrains, me semble-t-il. Cette personne va entrer Ouais. dans le secret familial. Et par le langage, en fait, je pense que cette personne, c'est tout simplement la parole. Mais si on creuse d'ailleurs le langage, on voit qu'on s'enfonce dans un trou. Et on bute sur et contre la Ah. chair. Oui, une lutte contre la chair. Un trou à rat, oui, parce que les pièces d'Ibsen, c'est exactement ça. L'univers clos, l'univers sombre, le secret familial, nous sommes là-dedans. Et cette personne, Madame Sans-Gêne, qu'on surnomme, eh oui, eh bien, elle vient percer la parole, percer le langage. C'est le maître du zodiaque. On peut rapprocher ça du maître du zodiaque, effectivement. On pourrait d'ailleurs parler, vu qu'on a passé pas mal de temps sur la poésie de Paul Barrière. Allez-y. Quand je vois. Ah, mais c'est très embêtant ça, que dit Dominique, qui est un homme. Enfin bon, n'en parlons plus. Ah, mais c'est très embêtant ça. Là, on est dans l'écriture instantanée, comme Paul Barrière. L'écriture, vous avez écriture informatisée pour rejoindre votre thèse. Voilà. Alors, me semble-t-il, cet extrait est d'une violence absolument inouïe. On sent que le personnage va venir pourrir cette famille. C'est ce que vous avez montré, monsieur Adelgons Renard. Pourrir, je ne sais pas moi. Mais pourrir par le langage, par la bouche, par la salive. Pourrir par oui, parce que. Pourtant, elle n'est pas là, et déjà, elle est là par la bouche des autres par le protagonistes. sphincter, exactement. Les par le personnages sphincter. l'incarnent sans qu'elle soit là. finalement. Exactement, elle n'est pas là, mais elle l'incarne. On pourrait dire que c'est l'arlésienne de la salive, me semble-t-il. Oui. Arlésienne au sens fort du terme, je le Mais précise. D'ailleurs, justement, allez, ce mouvement salivaire est intéressant parce que je viens de peut-être trouver une clé. Parce que ici on parle. Ah, mais bravo. Mais si je ferme la porte à clé. Mais si je ferme la porte à clé, alors. Suivant. Alors, le nom, le mot corse vient de corsa. Attends. Corsa en latin, pour ceux qui n'ont pas entendu. Oui. Qui vont, Oui. qui voulait dire bandeau à l'origine. Donc ici on a des bandeaux salivaires qui s'installent dans le texte. Et justement, c'est un texte en bande. C'est un texte qui se lève. C'est un texte en bande, un texte erectus. Donc un texte qui se lève et qui forme des bandes. Un texte en bande, c'est une thèse intéressante. Voilà, alors actuellement vous entendez un petit extrait du dernier album auquel a participé monsieur Rodrigo Piscoletto. Vous l'entendez un petit peu là? Voilà, nous sommes dans la musique. Alors, c'était simplement pour mettre une ambiance, mais nous allons passer tout de suite à la deuxième partie. Vous allez voir, c'est très intéressant le corps du langage parce que Jean-Pierre Audier est fameux pour les calembours, pour ces calembours qui détruisent le langage, qui en font un véritable matériau, une source de jeu. Là, on est dans le jeu, on est dans la balançoire, le langage comme balançoire, comme tape-cul, tape-cul au sens fort du terme. Voilà, On voilà. est dans un texte en bande. Voilà. Tape-tu, bande. Voilà, c'est quelque chose qui rebondit, mais en même Voilà. temps,
dès qu'il y Une a un personnage balançoire. Ça se qui durcit. tombe, l'autre remonte. On est dans le tape-cul, le texte tape-cul. C'est ce que vous avez montré, monsieur Renard. Bien sûr, on est dans le tape-cul, il y a une certaine linéarité, mais en même temps, on s'en tape les cuisses. Je veux dire, Comment? on est dans le tape-cul, mais en même temps, on s'en tape les cuisses. Ah, On rigole bravo! beaucoup. On applaudit. Bravo. On rigole. Alors, voilà. nous allons dans le langage, dans la danse du langage, la danza della linguana, le calembour subtil de Jean-Pierre Audier, la danza della linguana, oui, c'est comme Oui, ça. oui, d'accord. Alors, le langage comme Je puzzle, parle il espagnol crée aussi. un puzzle du langage. Je voudrais, dans ce court extrait que nous allons lire, le 3e extrait, nous sommes 3, Madame Lefebvre sera interprétée par Monsieur Dufaré, Lucien sera interprété par Monsieur Renard, et moi j'interpréterai Laetitia. Monsieur Dufaré, nous vous écoutons pour cette scène extraite de l'acte 3, scène 9. Je restitue le contexte, il y a une affaire de justice derrière. Je vous laisse voir comment le langage de Jean-Pierre Audier va le traiter. Allez-y. Quand je pense qu'elle me disait qu'elle m'aimait s'occuper des légumes, qu'elle adorait chouchouter les arbres fruitiers. Moi, si j'étais eux, je me lancerais dans la culture des avocats. On sait jamais. C'est sûr qu'ils vont en avoir besoin, les avocats. Alors, voilà, le jeu de mots avocat-avocat est absolument une trouvaille énorme de ce texte qui, en fait, va plus loin qu'un simple calembour. C'est ce que vous avez montré, monsieur Renard. Oui, ça va bien plus loin, il y a quelque chose de platonicien. Moi, j'y vois vraiment une allégorie de la République, clairement, Dans l'avocat. bien sûr. Monsieur Dufaré lève les yeux au ciel. Non, j'attends la contextualisation, le fond de ce que... notre Oui, parce que, collègue avance, monsieur parce que- Renard, vous avez montré ça, mais beaucoup de critiques vous ont reproché de ne pas appuyer cette... Excusez-moi, mais là, moi, je rapprocherais davantage ça des chansons de Serge Gainsbourg que de la République de Platon, excusez-moi. Mais écoutez, si vous n'avez pas lu La République de Platon, ce n'est pas mon problème. Je pense Alors, que, mais sur quel chapitre vous basez-vous, monsieur Dufaré? sur le livre 45, bien sûr, évidemment. Ah, voilà, bon, si on ne l'a pas lu, on peut... Mais alors, Le 45, oui, parce que je dois avouer que j'ai restitué une trentaine de livres. Hein. La République ne comprend pas 45 livres. voilà, bon, monsieur Faire un Dufaré, un travail petit de commentaire sur ce calembour absolument, on peut dire, risible dans tous les sens du terme. Voilà, il y a du jeu. Il y a du jeu. Il y a du jeu, encore une fois. Et à chaque fois qu'il y a jeu, il y a moi. Et à chaque fois qu'il y a moi, il y a un espèce de reflet sur la personne. Et donc, ce moi qui se balade ici, ce moi, et cet avocat, en réalité, l'avocat, c'est moi. Le moi est inconscient, le moi est Justement. refoulé. Parce que le jeu, quand il y a du jeu, il y a du moi. Parce que si on joue sur le jeu, ça devient moi. Ah oui, Alors forcément, ah oui, oui, je quand comprends. on voit Et d'ailleurs, la quelqu'un- réplique de Lucien commence par on voit moi. qu'il y a un Commence jeu par moi. sur les avocats. Moi, si j'étais eux, je Voilà. me lancerais dans la culture Mais des avocats. le moi, c'est le jeu. C'est pareil. Et les- moi, je voulais dire que toute la dérision n'est pas dans le jeu de mots sur l'avocat, mais sur le moi, en fait. En réalité, Le oui. jeu de mots n'est pas là où on l'attend. Non, c'est le jeu de mots, et là on l'attend. Mais l'annonce du jeu de mots est dans le moi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est les jeux de mots annoncés. C'est là que l'écriture est informatisée. Vous voulez dire que il c'est y a comme une si- annonce, quelque C'est chose, comme si une on annonce, pourrait penser quelque que chose. le jeu de mots c'était une piscine et le moi c'était la pancarte qui indique la Je suis un piscine. petit peu gêné Voilà, quand même. exactement. Ce propos sur ce jeu de mots sur le moi. Je trouve ça un peu moite. Excusez-moi du jeu. Excusez-moi. Bon, alors Ça voilà, moyen, sur voilà, ce- vous êtes rabat-joie, monsieur Renard, non, depuis le mais début de cette je dois émission. avouer, je pense qu'on devait jouer sur la. Eh ben, on n'a pas le temps de le Oh, faire, monsieur- excusez-moi. Monsieur Renard, buvez un peu de pinard et Voilà. ça ira mieux. De vin, s'il vous plaît, nous sommes dans une émission France Culture, pas chez Jean-Marc Morandini ni Cyril Hanouna. Merci. Alors, toujours après, nous écouterons un très beau morceau que nous avons découvert. Mais juste avant, nous allons finir sur cette thématique du calembour, du cacanfaton. Nous allons lire un extrait de l'acte 2, scène 8. Monsieur Francis Huster, tiens, vous allez interpréter Joseph. Et monsieur Dufaré, monsieur Renard, vous allez faire la célèbre réplique de Dominique qui donne tout son sens à la pièce. À cette époque, j'avais un arrière-grand-oncle qui vivait à Paris. Il tenait une boulangerie dans un quartier où évoluaient tous ces peintres. Peintres sans le sou, totalement inconnus. Souvent, il effaçait leurs ardoises par pure charité. Et il se souvenait et se retrouvait avec une croûte en cadeau. Une croûte pour un boulanger. Alors, voilà, là, vraiment, on est...
Excusez-moi, on est au summum du calembour de Jean-Pierre Audier. La peinture, l'art se retrouve ramené à sa réalité la plus basse, la croûte du pain, ce qui est l'ordre du dehors, alors qu'on parle de l'art, on parle de ce qui est l'ordre de l'intime. Là, il y a toute une façon de recontextualiser l'art, me semble-t-il, monsieur. Bon, je ne voudrais pas paraître agressif, mais quand on définit l'artiste par la croûte, on annonce en quelque sorte son œuvre. Là, on est en face. Il est en train de nous dire, il est en train de rire de nous, ce monsieur, parce qu'il est en train de dire ce que vous jouez là. Vous croyez que c'est bien? Vous croyez que c'est incroyable? Vous croyez que c'est extraordinaire, que c'est fabuleux? Mais en réalité, c'est une vraie croûte. On est face à une croûte. Écoutez, monsieur, mon essai parait aux éditions de Minuit. Vous ne maîtrisez pas toute l'intertextualité qu'il y a entre ce texte. Ibsen, Molière, Tchekhov, tout est dedans. La conception de l'art qui est la représentation du rêve dans Tchekhov. On a ça ici. Relisez La Mouette, monsieur. Je ne vais pas vous faire un dessin ni un tableau, si j'ose m'exprimer ainsi. Bon, les auditeurs ne voient pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sucre. C'est un sucre, on est d'accord. Et quand on a une croûte devant nous comme ça là, Vous parlez du texte, du matériau textuel. Bien sûr, c'est une croûte. C'est ça qu'il veut nous dire. Vous êtes en train de dire que c'est mauvais. Non, bien au contraire. Là où l'auteur est rusé, c'est que ses lecteurs, les gens qui vont jouer cette pièce, les spectateurs. Alors, les spectateurs, spectateurs au sens fort du terme, voient Spectateurs ici au sens une fort du œuvre terme. magistrale. Alors qu'en réalité, l'auteur lui-même se confesse avec une déclaration en quelque sorte de Moi, je ne suis pas véradicité. d'accord. Il se confesse et il nous dit, ici, j'ai pondu quelque chose de mauvais, mais vous le trouverez bon. voilà. Alors, il me semble que cette interprétation est approuvée par l'ensemble de la confrérie. Me semble-t-il, il est temps maintenant d'écouter un artiste, très grand artiste, qui s'appelle Vincent Livary. Vincent Livary arrive à mêler une sorte de musique urbaine, plus communément appelée le rap, avec des textes des plus grands auteurs. Eh bien, c'est l'acteur, ne pas confondre avec Francis Huster qui est là, c'est Francis Huster qui va lire le texte. Et vous allez voir, c'est un mélange entre la littérature et le rap, et ça donne un son absolument post-contemporain, me semble-t-il. Nous écoutons ce texte. Bonne écoute, et à tout à l'heure, à très vite. L'audition chez le prince Esterhazy fut un triomphe. Sur la demande de certains membres de la cour, il improvisa, sans une hésitation, sans le moindre trouble. Le prince, conquis par l'autorité et la maturité de ce génie précoce, accorda la bourse promise avec enthousiasme. À Vienne, à quelques temps de là, se fut entrevu avec Karl Czerny. Très droit, plein d'assurance, dans son petit habit de drap bleu, le jeune Francis affronta au côté de son père l'éminent Voici donc le petit prodige dont on m'a parlé. Voyons, quel âge as-tu, mon... Alors, magnifique ouvrage. Voilà, ça vient de s'arrêter. Le public est en larmes, tellement il a savouré en même temps le rap et le texte. Et enfin, on est passé du rire aux larmes parce qu'on a tellement ri avec ces scènes de Jean-Pierre Audier que je pense que là, c'est difficile de repartir. C'est pour ça, je me permets nous allons conclure cette émission sur le corps du langage qui, ma foi, a été très prolifique, n'est-ce pas, monsieur Renard? On a vraiment vu comment le matériau de la langue était manié par monsieur Jean-Pierre Audier. Oui, car Jean-Pierre Audier... Vous connaissez Jean-Pierre Audier, vous? Bien sûr que je l'ai... Vous l'avez rencontré où, à Saint-Hippolyte? C'est mes premiers pas au théâtre, Jean-Pierre Audier. Donc, je connais Jean-Pierre Audier. Ah oui, Mes premiers pas. d'accord. Alors, je me permets, avant de lire le dernier extrait, de continuer avec cette... Moi, je voulais juste dire quelque chose, c'est que vous lisiez très bien, monsieur. C'est... Vous lisez Après très, très bien. m'avoir... Mais merci, ça me fait vraiment très plaisir. Même si vous m'avez à plusieurs reprises
clairement mis des coups Voilà, de poignard dans c'est le bien dos. de mettre, Ça me fait plaisir. me ça me fait semble-t-il, de plaisir. l'eau dans son vin. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup. Voilà, on se serre la main, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais Merci. lire, pour conclure sur ce langage du corps, et ensuite nous lirons l'extrait le plus métaphysique de la pièce de Jean-Pierre Audier. Ce Monsieur- n'est pas une pièce de boulevard. Oui. C'est une pièce de sentier boueux, sentier métaphysique. Voilà. Valère Novarina écrit dans L'autre rive, et vous allez voir comme c'est pertinent d'en parler ici. Alors, on vient au théâtre voir le langage être remis à sa place animale et physique de combustion et consommation. La scène est comme un foyer optique où il brûle. Il y a une action non prévue, mystérieuse, inconnue du langage lui-même, qui vient de lui-même, de sa propre initiative. Il entre par des failles et par des fissures que la pensée numérique, ambiante, n'a pas encore close tout à fait. Pensée numérique, ça m'est très familier. Voilà. Alors, Francis Huster va juste reprendre la parole pour faire une petite introduction à cette dernière scène que nous allons voir pour cette émission. Vous allez voir, elle est très forte. Il est question d'une substance végétale et il est question surtout de la disparition imminente de l'espèce. Et Monsieur Chichester a fait un rapprochement avec une scène de la mouette. Écoutez, oui, dans cette scène 4 de l'acte 1, oui, j'y vois vraiment une disparition des espèces, des légumes. Vous allez voir, vous allez écouter la scène que l'on retrouve dans La Mouette de Tchekhov, mais fait de façon beaucoup plus directe, parce que dans La Mouette, nous sommes dans l'ordre de la représentation, puisque c'est Nina qui la lit. Je vais vous lire le début du texte de Tchekhov, et vous allez tout de suite comprendre le rapport avec celui de Jean-Pierre Audier. Homme, lion, aigle et perdrix, cerf, au long bois, oie, araignée, poisson silencieux, habitant dans l'eau, étoiles de mer et ce que l'œil ne peut voir. En un mot, toutes les vies ayant accompli leur triste cycle se sont éteintes. Disparition. Voilà. Je propose la... Alors, c'est moi qui propose, je suis modérateur, s'il vous plaît, Monsieur Chichester, c'est quand même la moindre des... Oui, excusez-moi. Alors, voilà. Donc, Oui, enfin, voilà, c'est magnifique. oui, alors, je me permets de distribuer les rôles. Monsieur Chichester, je vous donne le premier rôle, excusez-moi, parce que vous avez travaillé déjà cette scène. Je vous donne celle qui a les répliques les plus poignantes, c'est Madame Lefebvre. Monsieur Adalgons-Renard, vous ferez Joseph. Et Alain Dufaré va interpréter Elisa. D'accord ? Alors, je me permets de mettre une petite ambiance métaphysique dans le studio. Le groupe, voilà, va nous accompagner. Je pense que les spectateurs vont devoir se recueillir, se mettre en position d'accepter ce texte qui est difficile, qui parle, ce qu'on a dit tout à l'heure, entre deux bovins, trois chèvres. Nous y sommes ici. Mais je vous préviens, nous sommes dans quelque chose de très violent. Alors, c'est parti. Nous lisons ce texte. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, mon truc, c'est les fleurs. Mon mari est un maniaque de l'horticulture. Le légume ne l'intéresse pas. Les fleurs, ça nous nourrit pas. La beauté des concombres, l'odeur des petits pois, moi, vous savez... Et vous, Madame Tout Rouge, vous aimez le jardinage. Tourange, pas tout rouge, tourange. Alors, vous aimez bêcher? Oui ou non? Mais bien sûr, chère madame, c'est ma principale distraction. Là, vous voyez, tout le monde n'est pas comme vous. Elle aime les légumes, elle. Merci de faire partie de la confrérie, Madame Tout s'arrange. Tourange, madame, tourange.
Vous au moins, vous laissez pas vos légumes à l'abandon comme certains. Ces pauvres petits ici, ils sont livrés à eux-mêmes et ils grandissent sans amour quand ils arrivent à naître. Et quand ils ont la chance de vivre, par hasard, ils deviennent tout de suite orphelins. Mais avec vous, ça va changer! Vous voyez, avec madame, tout s'arrange. Je vous ai laissé dans l'entrée 2 grands paniers de cerises. Va falloir les mettre en bocaux ou faire de la confiture. Et pas demain, aujourd'hui. Vous oubliez que nous partons dans un moment, mon mari et moi. Me dites pas qu'elles vont se perdre. Moi qui vous les ai cueillies pour pas que les oiseaux les mangent. Oui, bien sûr. Mais que voulez-vous? Ce n'est pas possible. Nous partons. Bravo. Bravo. Magnifique. Magnifique extrait qui conclut parfaitement l'émission. Alors, petite conclusion, le langage existe indépendamment du corps. Il a fait brûler le corps. Le corps n'existe plus. Le langage qui sert à exprimer des choses, les choses n'existant plus, le corps est mort. Le travail de mort est fait. Le travail de mort est accompli, Accompli. me semble-t-il, au sens fort du terme. Au sens fort du terme, toujours. Donc, Le corps- tout ne s'arrange pas. Bravo. Alors, dans la prochaine émission, eh bien, ce sera la résurrection du corps, puisque nous verrons comment le langage du corps est paradoxalement présent dans cette poétique, dans cette dramaturgie qui tend à le faire disparaître. Je vous remercie et à bientôt sur Encre halogène. 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 Encre halogène.